millions de citoyens et de citoyennes contre la loi du plomb et qui a montré une détermination contre cette politique à la fois anti-écologique et antisociale. Et nous avons eu cet appel du 10 septembre. Alors, la pétition contre la loi du plomb, moi, me rappelait aussi toutes les mobilisations qu'on a pu avoir par le passé, des marches pour le climat et des luttes et des mobilisations de la Confédération paysanne. L'appel du 10 septembre nous a rappelé, même si c'est autre chose et c'est d'autres formes, les mobilisations des Gilets jaunes et l'appel des organisations syndicales dans certaines fédérations, unions départementales, à soutenir dès le 10 et globalement à appuyer sur l'appel à la grève et à la mobilisation du 18 septembre, eh bien, rappeler aussi toutes les résistances concernant la lutte contre la bataille des retraites. Et donc, toute cette convergence de ces mobilisations, eh bien, nous formons de nos voeux que ça puisse incarner une véritable censure populaire à la politique de Macron. Si on vous a invité, c'est que vous êtes aux premières loges de ces mobilisations, toutes et tous, que pour nous, le pluralisme, mais aussi l'unité dans toutes ces luttes, elle est extrêmement importante pour pouvoir gagner, réussir. Et ce qu'on aimerait dans cette première tour de parole, c'est vraiment avoir vos regards du point de vue de vos secteurs, du point de vue de vos organisations, de cette colère, de ces mots d'ordre et de ces suites à venir. Alors, je ne sais pas qui souhaite commencer ces prises de parole. Est-ce que Marjorie Queters, Mouvement 10 septembre, est-ce que tu veux entamer? On est beaucoup à avoir participé dans toute la France à plein d'actions pour le 10. Comment est-ce que tu es rentrée dans cette bataille et quel est le regard que tu portes sur cette bataille? Merci Daniel pour cette introduction et merci de me laisser la parole en premier. C'est pas forcément la position la plus simple, mais je l'accepte avec plaisir. Donc en effet, j'ai été invitée pour parler du 10 septembre et donc je vais juste donner quelques éléments de l'expérience de mon collectif au sein de la journée du 10 septembre. Donc en fait, à Pantin, on a monté une assemblée populaire il y a 1 an et demi. Donc c'était à la suite en fait des législatives et c'était dans la foulée de la mobilisation qu'il y avait eu pour faire barrage à l'extrême droite et faire gagner le nouveau Front populaire aux élections. Et donc c'était un ensemble d'habitants, mais aussi de syndicalistes, d'acteurs, de militants de toute la ville. Et on s'est monté en assemblée citoyenne. Donc l'intérêt de cette assemblée, c'est que justement, il y avait toutes les forces vives de la ville pour pouvoir agir. Et ce qui s'est passé, c'est que très naturellement, on a intégré le mouvement Indignons-nous du 10 septembre et on a été l'espace d'organisation du mouvement du 10 septembre. Donc ça, c'est pour le petit historique. Et sinon, par rapport à la rentrée, en fait, ce qui se passe, c'est que je voudrais juste revenir sur le titre de ce débat qui est Macron, censure populaire. Parce qu'en fait, il pose le problème le problème démocratique qu'on vit depuis de nombreuses années. En fait, moi, à l'origine, je suis gilet jaune. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas censurer Macron. On peut censurer... Enfin, les députés peuvent essayer de censurer un gouvernement, et encore c'est compliqué, mais on ne peut pas censurer un président de la République, en fait. Et donc le problème qu'on a depuis maintenant de nombreuses années, c'est que toutes les voix démocratiques d'opposition, et les copains, copines syndicalistes à côté vont pouvoir le confirmer, n'ont pas la possibilité d'avoir une expression ni d'opposition, ni une expression populaire, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le mouvement du 10 septembre avec cet appel boycott, désobéissance, solidarité. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir passer par des normes institutionnelles, on prend les choses en main nous-mêmes, on casse l'économie, on désobéit, on casse l'économie de mort imposée par Bayrou, on désobéit et puis on fonctionne par la solidarité. Et on peut dire que le 10 septembre, l'appel du 10 septembre a déjà arraché une grande victoire. Parce que si Bayrou a décidé de s'en remettre au vote de confiance, c'est bien parce qu'il a vu cette pression tout l'été de la mobilisation du 10 septembre qui se préparait. Alors, tu as parlé de déni démocratique.
Et les Gilets jaunes portaient la revendication d'un référendum d'initiative citoyenne, que nous aussi on souhaite de nouveau dans une convocation de l'Assemblée constituante pour enfin tourner le dos à la Ve République, monarchie présidentielle qui phagocyte tout. Dans les dénis démocratiques, il y a eu justement cette loi du plomb. On nous a imposé une loi poison, hein, les pesticides, les fermes-usines, les grandes bassines. Gilbert, tu es... Thomas Gilbert, excuse-moi, tu es porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Vous avez lutté pendant que nous, à l'Assemblée nationale, on essayait aussi de résister contre cette loi scandaleuse. Et l'été est arrivé, il y a eu cette mobilisation extrêmement forte. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez vécu ça et comment aussi ça se passe sur le terrain, aussi dans les luttes, cette convergence entre la bataille pour la juste rémunération des agriculteurs, la bataille que nous, on soutient aussi de sécurité sociale de l'alimentation et qui rentre dans les mots d'ordre aussi de l'appel du 10. Comment tout cela peut converger? Ouais. Eh ben, déjà peut-être pour commencer, par dire que à la Confédération paysanne, on a obtenu aucune réponse concrète en fait de toutes les colères agricoles qu'il y a eu l'hiver dernier. En fait, on cherche juste une seule chose, c'est vivre dignement de notre métier. Et aujourd'hui, en fait, depuis quelques mois et même plus particulièrement, enfin depuis quelques années, plus particulièrement ces derniers mois, on a subi d'énormes attaques des gouvernements successifs libéraux, avec notamment, il y a cette question de la loi du plomb qui a été une grosse bataille que l'on a menée, puisqu'elle poussait à toujours plus d'industrialisation et donc toujours plus d'agrandissement des fermes, et donc, in fine, vers la disparition même de notre métier. On a eu aussi une gestion de la crise sanitaire cet été qui a été notamment sur la maladie de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, avec des abattages de troupeaux de vaches, des abattages totaux qui ont été gérés de manière totalement inhumaine. Faut bien se rendre compte aussi de l'effet sur le psychologique des éleveurs et des éleveuses qui se retrouvent à voir leur troupeau abattu totalement. Et aujourd'hui aussi, on voit que le gouvernement commence petit à petit à préparer le terrain pour retourner sa veste pour potentiellement ratifier le Mercosur, qui est le traité de libre-échange qui, selon nous, va avoir des effets complètement désastreux sur l'élevage français, avec des contingents de milliers de tonnes de viande bovine qui déferleraient sur l'Europe et donc qui pousseraient toujours plus à des prix plus bas et donc à détruire l'élevage français. Nous, dans cette rentrée sociale, on se retrouve totalement dans les colères qui sont en train de converger autour qu'il y a eu du 10 et qu'on l'espère va continuer. On se sent aussi légitime à participer au vu de toutes ces attaques successives et au vu de la situation dans laquelle on se trouve. Et nous, on pense que aussi, notamment la pétition, etc., qu'il y a eu autour de la loi du plomb avec plus de 2 millions de signatures, ça montre aussi que l'alimentation est peut-être un point d'ancrage, de convergence important dans cette rentrée sociale, puisque les questions d'alimentation, elles sont stratégiquement centrales et elles concernent absolument tout le monde. Elle concerne aussi bien la précarité alimentaire, elle concerne les questions d'environnement, elle concerne le fait que les campagnes soient vivantes ou désertifiées. Elle recoupe énormément de choses et pour nous, ça peut être un point d'ancrage pour la remise en cause du système économique libéral aussi, puisqu'on sait très bien qu'on n'obtiendra pas une alimentation choisie et de qualité et accessible à tous et toutes dans ce système libéral. Or, la bouffe, c'est quand même quelque chose de extrêmement important et qu'on ne peut pas remettre en cause. Donc on a l'impression aussi que ça peut être un des points de convergence importants et on espère que ça puisse être repris dans le mouvement social de cette rentrée-là. Merci.
pour nous très important aussi à travers la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, de pouvoir justement montrer qu'il y a un modèle alternatif qui est possible à cette logique productiviste du capitaliste et qui respecte à la fois ceux qui travaillent la terre et ceux qui respectent la terre et pour une alimentation saine et accessible pour tous. Alors, Sophie Vénititet est secrétaire générale du SNES-FSU. Toute cette politique de la Macronie vise à donc faire payer au peuple les cadeaux faits aux riches, mais c'est aussi l'instrumentalisation du chantage sur la dette qu'ils sont responsables et qu'ils aggravent pour casser nos services publics, privatiser nos services publics et casser le statut des fonctionnaires, dont le gel du point d'indice fait que le pouvoir d'achat n'a cessé de baisser. Donc comment tu vois en cette rentrée voilà, la bataille en ce moment? L'appel, le 10 est derrière nous, mais nous a donné voilà, de la force, et le 18 arrive. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors Daniel, tu parlais d'un été combatif, même d'une rentrée combative. Dans l'éducation nationale, je vais me remonter un peu avant, parce que vous le savez, hein, le service public d'éducation est vraiment dans le viseur d'Emmanuel Macron et quelque part un des nombreux symboles de la politique libérale qu'il mène. On sent vraiment une volonté d'abattre le service public pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, c'est-à-dire accueillir tous les élèves. Et même si c'est extrêmement brutal, même si on a pris plein la tête depuis 2017, moi je voudrais quand même dire qu'on a été aussi un espace de résistance, on a été un espace de mobilisation, on a été un espace de construction d'espoir. Et je pense que le plus bel exemple, c'est ce qu'on a joué sur le choc des savoirs. Alors le choc des savoirs, c'était une réforme qui était voulue par Gabriel Attal, un des énièmes ministres de l'Éducation nationale que nous avons connu depuis 2022. Et le principe de cette réforme, c'était de trier les élèves du premier degré, de l'école primaire jusqu'au lycée. Ça nous a profondément heurtés parce que ça rentre en contradiction avec, je dirais, le sens même de nos métiers. Et on a réussi à mobiliser, on a réussi à rassembler. À la rentrée dernière, la majorité des collèges n'avaient pas mis en place le choc des savoirs. La majorité de nos collègues ont refusé de trier les élèves. Et Elisabeth Borne a dû se rendre à l'évidence. Et ça a été une victoire de la mobilisation. Et Elisabeth Borne a donc même dû finalement reculer, puisque à cette rentrée, les groupes de niveau ne se mettent pas en place en 4e et en 3e. Donc voilà, ça fait partie quand même des choses qu'on a pu gagner. Peut-être qu'on reviendra après sur la question notamment de l'extrême droite qui s'en prend aussi à l'école et comment on a gagné le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle contre l'extrême droite. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'éducation nationale est un espace de mobilisation, un espace de résistance et un espace de mobilisation. Et donc nous, dès juin dernier, on ne savait pas encore tout ce qui allait se passer cet été. On s'est dit, de toute façon, il faut construire une rentrée combative et une rentrée inédite. Parce que, voilà, je suis syndicaliste, je suis bien placée pour le dire qu'on va faire une rentrée combative, voilà, on le fait assez souvent quand même dans l'éducation nationale. Mais là, on s'est dit, il se passe quelque chose d'inédit parce que c'est même plus que est-ce que le service public d'éducation va s'en relever? Enfin, c'est quand est-ce qu'il va s'en relever? C'est est-ce qu'il va se relever de cette politique? Et on sent chez nos collègues, bien sûr, il y a des doutes, bien sûr, il y a de l'abattement, bien sûr, il y a parfois du désespoir, mais il y a aussi des poches de combativité. Et on s'est dit qu'il fallait construire cette rentrée sous la forme d'une mobilisation inédite. Et très rapidement, on avait dit préavis de grève pour tout le mois de septembre, mobilisation locale de rentrée. On a eu des collèges et des lycées qui étaient en grève dès le premier jour, qui n'ont pas accueilli leurs élèves. Et il faut voir ce que ça représente pour nous de ne pas accueillir leurs élèves, de ne pas accueillir nos élèves. Mais la défense du service public était plus forte pour dénoncer les conditions de rentrée. Nous nous sommes inscrits localement dans les mobilisations du 10, là où notamment on retrouvait le rejet du budget Bayrou et finalement des revendications pour une justice fiscale et sociale qui permettrait de reconstruire le service public d'éducation. On a trouvé un certain nombre de personnels de l'éducation nationale qui partageaient cette colère. Et donc on prépare aussi le 18 septembre dans le cadre de l'Interpro. Et nous, au SNES-FSU, on aimerait aussi construire assez vite une grève dans l'éducation nationale, une grève spécifique à l'éducation nationale, pour rassembler autour finalement de quelque chose qui nous réunit toutes et tous, au-delà même de nous, personnels de l'éducation nationale. C'est la défense du service public d'éducation. Et là, on discute avec nos collègues de la possibilité, pourquoi pas aussi, d'inscrire dans la durée cette mobilisation dans l'éducation nationale. Merci à toi. Myriam Lepkiri, tu es secrétaire confédérale à la CGT. Dans la mobilisation du 10 et de l'appel au 18, la question aussi qui est centrale, c'est la question des salaires, de l'augmentation des salaires.
Et puis la bataille qu'on ne lâche pas, la mère des batailles, l'abrogation de la contre-réforme des retraites. Voilà. C'est que nous espérons toujours pouvoir un jour faire voter l'Assemblée nationale parce que nous restons convaincus qu'à l'Assemblée nationale, si Macron est passé par le 49-3, c'est bien parce qu'il a peur d'être minoritaire dans l'Assemblée nationale sur cette question. Comment la bataille se prépare? Quelle est la détermination, sachant qu'on est en plus dans un contexte où les plans de licenciement s'accumulent, notamment dans le secteur de l'industrie et du commerce et des services. Voilà, comment se prépare cet appel unitaire au 18, sachant qu'il y a déjà aussi des unions départementales et fédés qui étaient présentes le 10 un peu partout en France dans les mobilisations. Bonjour à toutes et tous. Merci Daniel de me poser cette question et merci pour la qualité des débats que nous avons aujourd'hui. Alors je reviendrai sur ce que tu as dit Sophie. En effet, on sentait que cette période était inédite. Et elle était inédite parce que je rajouterais un gros mouvement et un délit de démocratie complémentaire. C'est celui de la mobilisation contre la réforme des retraites en 2023 qui a mis des millions de personnes dans la rue, qui a été rejeté à plus de 80% et qui est quand même passé. Et je pense que ça a été un premier point d'ancrage de la mobilisation, de la résistance et aussi de montrer que un univers des possibles est différent au-delà de la politique de l'offre qui nous emmène dans le mur depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'était extrêmement important avec la CGT qui s'est particulièrement investie dans la campagne de juin 2024 pour porter les revendications et le programme qui répondait le plus au monde du travail, donc celui du nouveau Front populaire. Donc tout ça, ça nous a permis de travailler le terrain, de réinvestir le terrain, de faire beaucoup de syndiqués nouveaux et nouvelles, beaucoup de femmes notamment, beaucoup d'ingénieurs, cadres et techniciens. Et ça nous permet d'avoir un ancrage territorial beaucoup plus important et d'avoir du monde disponible à la lutte. Alors notre analyse de la situation, déjà a rappelé la violence du budget Bayrou et Sophie l'a dit, ce qui était inédit au niveau des organisations syndicales, c'est que dans l'unité syndicale, et on sait, enfin l'unité syndicale, nous on la travaille parce qu'elle est essentielle à rassembler le monde du travail et à pouvoir nous mobiliser en masse. C'est très important pour nous, l'unité. Oui. Alors, elle n'est jamais acquise d'avance, l'unité syndicale, mais elle est notre boussole pour rassembler le monde du travail et parce qu'elle va au-delà de nos querelles de petites chapelles et qu'elle est un outil indispensable. C'est une digression peut-être qui est importante aujourd'hui et ici. Et donc, rappeler que dans la période bien avant la date du 10 septembre, on avait prévu dans l'unité syndicale de nous retrouver, de travailler déjà à une date de rentrée sociale. Parce qu'on sentait que ce qui était en préparation pour le monde du travail était extrêmement violent et c'était même avant les annonces Bayrou. Alors les annonces Bayrou ont permis de mobiliser au-delà des militants syndicaux et du monde du travail. Et moi, et encore, hein, il y a beaucoup de monde du travail qui est mobilisé sur le 10 septembre. Alors la CGT, elle a appelé à renforcer les mobilisations du 10 septembre, à organiser partout là où c'était possible la grève et la manifestation. Et nous avons organisé dans tous les départements des points de blocage, des points de rassemblement, des manifestations en lien avec les AG citoyennes et beaucoup de nos militantes et de nos militants étaient dans les AG citoyennes parce qu'il y a de la complémentarité à tout ça et parce que c'est notre travail militant que d'organiser celles et ceux, par exemple les chômeurs, les privés d'emploi, les retraités qui peuvent être désorganisés par essence et qui ont besoin pourtant d'avoir des relais syndicaux. On continue ce travail lié, cette complémentarité des luttes, mais on ne perd pas de vue que le blocage, au-delà de faire des actions coup de poing qui sont galvanisantes, nécessaires pour marquer un climat de résistance. Le blocage, il se fait, et c'est notre histoire qui nous l'apprend, et c'est comme ça qu'on a gagné des conquêtes sociales, par la grève dans l'entreprise et dans l'administration, parce qu'on bloque nos services, parce qu'on bloque l'économie et parce qu'on bloque l'outil de production. Donc ça...
moi j'en appelle ici à activer tous les leviers en notre possession, mais il ne faut pas déserter le terrain de l'entreprise et de l'administration et des services publics pour aller convaincre les collègues de rejoindre la mobilisation et de se mettre en grève. Donc c'est juste ce point d'alerte, ne pas se raconter de farce quand même. Ce n'est pas en brûlant des palettes essentiellement et en faisant que ça qu'on va avoir un nouveau gouvernement et qui réponde aux exigences du monde du travail. C'est bien en ancrant les revendications d'entreprise et d'administration, les revendications du monde du travail. Et c'est comme ça que peut-être que le Cornu rejoindra Attal, Barnier, Bayrou, et on lui demande, la liste commence à être un peu longue et on va finir... On arrive à se souvenir de tous leurs noms. C'est ça. Et le premier signal qu'on demande à Monsieur Le Cornu, c'est d'abroger immédiatement la réforme des retraites et de répondre aux exigences sociales, fiscales et environnementales du monde du travail. Merci à toi. J'ai une deuxième question à vous poser. Selon le temps, parce qu'il faudra absolument impérativement clore pour 15h, voire 15h moins 5, car il y aura un autre débat avec Clémentine Autain ici, et moi je devrais être un autre débat à l'autre bout de la fête également. Alors, mon autre question, c'est, bon, on souhaite cette censure populaire. Je voudrais par ailleurs, entre parenthèses, dire qu'on a toutes et tous un rôle extrêmement important. On est travailleuses, travailleurs, donc c'est de contribuer, participer à la grève sur notre lieu de travail. On est usager de services publics, donc c'est aussi s'impliquer dans des collectifs de défense des services publics pour soutenir les actions. On est aussi des citoyens, citoyennes, et donc on peut aussi, en tant que militants politiques, organiser des caisses de solidarité de grève pour tous celles et ceux qui débrayent. Et on doit aussi donc créer les conditions d'élargir la popularité des mobilisations sur l'ensemble des territoires. Je redis ces choses-là, mais parce que bloquer le pays, vouloir une censure populaire, aspirer à une grève générale, ça ne se décrète jamais. Et donc c'est vraiment la convergence de toutes les énergies, de la détermination, et ça demande un investissement qui ne se décrète pas. Ma deuxième question, c'est en ce moment, à travers cette convergence de combat, il y a une bien belle preuve que la pluralité des formes d'engagement et des secteurs peut converger dans quelque chose d'unitaire, c'est essentiel. On a tous en tête la dynamique extrêmement forte que le nouveau populaire a pu enclencher dans le pays en 2024, en juin 2024, face à la menace de l'extrême droite. Le fait qu'on arrive à avoir des candidatures communes de toute la gauche et des écologistes, mais adossées à un programme de rupture, pas une unité en l'air, de la même manière que l'unité syndicale ne se fait jamais sans une base claire de revendications. Ça a permis vraiment à non seulement 9 millions d'électrices et d'électeurs qui votent ce programme et qui mettent le nouveau Front populaire en tête, mais que de plein de parcours différents s'impliquent dans la campagne. Et pour beaucoup, d'ailleurs, ils n'en avaient rien à faire de l'étiquette du candidat. C'était la marque du programme Nouveau Front populaire qui est important. Nous sommes des militants en faveur de l'unité. Prochaines échéances peuvent être demain en cas de dissolution. Ça peut être d'ores et déjà aujourd'hui de continuer à exiger un Premier ministre de gauche. Et ce sera aussi 2027 face à l'extrême droite. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été du coup impliqués parce que le nouveau Front populaire, ce n'était pas que les forces politiques, mais c'est aussi les forces citoyennes, sociales, syndicales, associatives. Comment vous voyez la question de la bataille pour l'unité politique aujourd'hui ? Bien, alors je répondrai en 3 points. Premier point, pour revenir sur la question du 10 septembre par rapport à l'unité dans les luttes. Et deuxième point, sur le lien entre justement la question de la mobilisation sociale et les questions des institutions et des élections. Donc pour ce qui concerne l'unité dans les luttes, juste un exemple. Le 10 septembre, en fait, c'est 200 000 personnes qui se sont mobilisées par tous les moyens d'action possibles et imaginables. Et donc, par exemple, sur Pantin, parce que c'est pour ça que je parle, le matin, il y a eu une partie d'entre nous qui ont essayé de bloquer les périphériques, de bloquer les flux, en fait, de transport, parce qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit des étudiants, des télétravailleurs, des personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas faire grève au sein de leur entreprise. Et donc, c'est une façon aussi d'agir en bloquant les flux. Voilà. Et c'était ce qu'on a fait, d'ailleurs, pendant les Gilets jaunes. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu un soutien à un collège en grève
suivi d'un soutien à des territoriaux en grève, et on a terminé par l'annonce du blocage du Leclerc, parce que la question de la consommation, elle est fondamentale, et la question du vivre, du manger bien, elle est fondamentale aussi. On est arrivé, les portes étaient déjà fermées. Voilà, donc ça a été une action dans une petite ville le 10 septembre. C'est un exemple qui montre à quel point la situation dans laquelle on est, elle est générale. C'est-à-dire que c'est une crise qui est politique, c'est une crise qui est démocratique, c'est une crise qui est économique, et en définitive, c'est une attaque contre nos vies, sur ce qu'on mange, sur la façon dont on vit. Et donc, est-ce que dans ce cadre-là, on a besoin d'unité? Évidemment. Mais cette unité, à mon avis, l'avis de beaucoup de personnes qui partagent justement ce moment du 10 septembre, elle doit passer par une reconnexion entre les représentants des institutions et les personnes qui agissent sur le terrain. Et cette reconnexion, elle passe notamment par les assemblées populaires. Et c'est pour ça que l'année dernière, quand on a monté en fait le réseau des collectifs des assemblées populaires NFP, c'était dans ce but-là. Parce qu'il s'agit de reconnecter le syndicalisme, les habitants, la solidarité, les associations et les représentants politiques, et non pas dans un cadre uniquement défensif, mais aussi dans un cadre offensif. Parce que ce qui nous manque et ce qu'on a besoin de construire aujourd'hui ensemble dans ces assemblées, dans ces espaces ouverts à tous les participants, c'est la construction d'un projet commun et d'une société qui sera à la fois solidaire et écologique. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Alors Thomas Gibert, justement, tu parlais tout à l'heure de la question de l'alimentation qui était centrale et qui pouvait fédérer tout le monde. Cette question de l'unité sociale et politique et associative et syndicale, comment tu l'aperçois? Moi, clairement, je ne vais pas me prononcer sur la stratégie des partis politiques. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la Confédération paysanne, la stratégie de convergence, elle est historique. Voilà, depuis le mouvement des paysans travailleurs avec Bernard Lambert en 73 sur le plateau du Larzac, qui fait le mariage entre les paysans et les ouvriers de l'Ypres, et son fameux discours qui dit que nous ne serons plus jamais des Versaillais, et du coup positionne le mouvement paysan dont nous faisons partie du côté des travailleurs et du côté voilà, et du côté du mouvement social. Et nous, ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on construit un vrai rapport de force pour faire bouger ces politiques-là. Et pour nous, évidemment, ça se fera que par la convergence et par des actions qui impactent réellement sur l'économie. Notre stratégie d'alliance, on la travaille depuis longtemps. On essaye de plus en plus de se rapprocher des syndicats de salariés. Voilà, on fait des demandes de rejoindre des intersyndicales au niveau local. Il y a beaucoup d'actions qui se font au niveau local. Au niveau national, bon, on fait des demandes de rejoindre, ce qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a des questions d'équilibre. Mais je le redis, on pense qu'on aurait intérêt à participer aussi à l'intersyndicale nationale pour mettre en avant les questions agricoles sur le devant de la scène au niveau national. Donc j'en profite aussi pour rappeler que nous faisons des petites demandes de ce côté-là. C'est bien. Ouvriers, paysans, nous sommes. Et concrètement, sur le terrain, ça peut vraiment prendre différentes formes qui peuvent être extrêmement intéressantes. Je sais qu'il y a des confédérations paysannes qui ravitaillent aussi des blocages de grève sur des usines, dans des centrales d'achat. Il y a aussi dans le Tarn des tracteurs qui sont venus aider au blocage d'une centrale d'achat Aldi, qui du coup permet en fait de réellement stopper l'activité sur le terrain. Et donc pour nous la question de l'unité, enfin en tout cas la question de la convergence, elle doit être vraiment réfléchie et vraiment
est vraiment effectif sur le terrain pour pas qu'on se retrouve dans la même situation que par rapport aux retraites où en fait on n'a fait que manifester dans la rue, quoi. Aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin que la matérialité de la lutte elle soit concrète pour qu'il y ait vraiment du blocage impactant, et il n'y a que comme ça qu'on réussira à construire ce rapport de force. Bravo, bravo. Donc vraiment sur l'ensemble de vos cadres de mobilisation, tu parlais des assemblées du Nouveau Front Populaire, que ce soit des prises de place encore plus larges, pensez à chaque fois en amont à voir s'il y a des représentants de la Confédération paysanne que vous pouvez faire venir. Sachez aussi qu'on défend, nous, la sécurité sociale de l'alimentation, et il commence à avoir des expérimentations dans plusieurs municipalités. Ça peut être un sujet aussi lors des prochaines batailles municipales centrales, et ça peut être aussi un moment vraiment d'éducation populaire extrêmement fort qui permet d'organiser des débats entre des agriculteurs, entre des citoyens sur les enjeux écologiques, de travail, de redistribution des richesses, de transition écologique, qui peut vraiment, dans le modèle alternatif, déclencher les prises de conscience. Sophie Vénétité, alors j'arrive avec mes gros sabots sur nous, notre enjeu de garder l'unité du Nouveau Front Populaire. Pour nous, c'est essentiel parce qu'on estime que s'il n'y a pas cette unité sociale et politique, eh bien, notre désunion, c'est le plus beau cadeau à faire à Macron et à l'extrême droite. Il y a évidemment une tradition d'indépendance du mouvement syndical, de charte d'Amiens, mais vous avez trouvé les moyens, sans trahir cette identité-là, de jouer un rôle au moment des élections législatives de juin 2024. Nous continuons à estimer que cette unité, qu'il y ait dissolution de l'Assemblée nationale ou qu'il y ait démission d'Emmanuel Macron ou destitution, mais enfin, excusez-moi, hélas, la destitution dans le cadre du rapport de force actuel, elle ne sera pas possible dans les instances Assemblée et Sénat. Comment vous voyez cette bataille, cet enjeu de l'unité? Et aussi, par ailleurs, sur la question du programme, on continue à souhaiter, nous, qui est toujours un travail en permanence d'enrichissement du programme du NFP avec les syndicats, les associations, les collectifs. Je vous donnerai toutes les deux la parole en tant que syndicaliste, mais voilà, Sophie, si tu veux commencer. Alors, vaste sujet. Donc, effectivement, peut-être pour revenir à juin 2024, au SNES et à la FSU, on a après de nombreux débats où, effectivement, la question de l'indépendance syndicale était centrale dans nos débats et continue de l'être. C'est la boussole de laquelle on ne peut pas dévier. En juin 2024, on a appelé à voter pour les candidates et les candidats qui portaient le programme du Nouveau Front Populaire. C'était assez inédit dans l'histoire dans l'histoire du SNES et de la FSU. Et on l'a fait pour plein de raisons, mais celle que je voudrais mettre en avant pour commencer, c'est quand même la question de la menace de l'extrême droite. Enfin, je veux dire, nous, en tant que syndicalistes, on est vraiment conscients, mais comme tout le monde, mais on vit sur les lieux de travail ce que ça veut dire la menace de l'extrême droite. Nous, dans l'éducation nationale, on a des professeurs qui sont menacés par l'extrême droite, qui sont menacés de mort, tout simplement parce qu'ils ont appliqué un programme, tout simplement parce qu'ils ont expliqué l'histoire des religions et donc l'histoire de l'islam à leurs élèves. On a des professeurs, des collègues qui sont menacés parce qu'ils ont fait une sortie scolaire qui visait à expliquer les migrations. Donc on le vit, nous, ce que c'est la menace de l'extrême droite. Je parlais tout à l'heure du programme DEVARS, le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ça a été une bataille intersyndicale d'ailleurs, pour ne rien lâcher dessus, pour que ce programme soit publié. Il faut savoir quand même que l'extrême droite en a fait un de ses terrains de jeu favoris dans l'école. C'est-à-dire qu'il développe des fake news, il laisse croire qu'on apprendrait aux élèves à se masturber à l'école primaire, et pour finalement remettre en cause la visée émancipatrice de l'école. Et là aussi, on a des collègues qui ont été menacés, des collègues infirmières, des collègues professeurs. Donc la menace de l'extrême droite, pour nous dans l'éducation nationale, c'est pas que des mots, c'est malheureusement déjà une réalité pour des collègues et aussi pour des élèves. Il ne faut pas oublier nos élèves dans cette situation. Enfin, je veux dire, on est l'école de la République,
on accueille tous les élèves. Et l'extrême droite menace ce projet de l'école de la République. Donc c'est pour ça parce qu'on est pleinement engagé dans la bataille contre l'extrême droite. Et donc c'est pour ça, effectivement, qu'on s'est retrouvé dans cette urgence sociale et politique qui était celle de juin 2024. On voit bien que cette urgence, elle existe toujours et qu'on a besoin aussi, en tant que mouvement social, d'avoir un débouché politique au mouvement social. Et ça, aujourd'hui, effectivement, forcément, ça interroge nos collègues dans la capacité à se mobiliser et dans le dialogue que nous devons avoir chacun à notre place sur les enjeux du moment. Puisque nous, au SNES et à la FSU, on a pour mandat de dialoguer. Alors, on a pour mandat de dialoguer avec tous les partis politiques, sauf le Rassemblement national, enfin, sauf les partis d'extrême droite, et tout particulièrement avec les forces du progrès social. D'ailleurs, je crois qu'on va très rapidement se voir sur le sujet éducation. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'entendre aussi des formes de relais du mouvement social et d'entendre aussi, au-delà de l'unité, enfin avec l'unité, des questions de contenu très simples. Moi, je le dis, et c'est aussi un message pour les forces politiques de gauche. Aujourd'hui, enfin moi, ça fait un moment que je n'ai pas entendu de forces politiques de gauche avoir un discours fort sur le rôle social des personnels de l'éducation nationale. Qui porte ce discours aujourd'hui? Alors, je suis désolée de le dire, mais on n'entend plus la gauche sur ce sujet. On retrouve du soutien dans nos mobilisations. On a du soutien quand il y a des drames, parce que l'école a été endeuillée par un certain nombre de drames. Moi, j'ai coutume de le dire, et je le dis ici très franchement, il y a toujours beaucoup de monde pour pleurer avec nous après un drame dans l'éducation nationale. Mais au quotidien, qui est avec nous? Qui relaye aujourd'hui la gravité de la situation dans l'éducation nationale et dans les services publics? Finalement, on est très seuls. Et là, il nous manque aussi, il manque au mouvement, en tout cas au mouvement social dans l'éducation nationale, qui par ailleurs est marqué par une unité intersyndicale qui tient depuis 2 ans et demi, où on travaille vraiment, les 7 organisations syndicales, en dépit de nos divergences, on travaille très bien. Donc on a besoin de ça, on a besoin de ces perspectives. Je dirais qu'en termes de contenu, au-delà du discours sur le rôle social des enseignants, il y a des urgences. Il y a des urgences bien évidemment budgétaires, il y a des urgences de moyens, mais ces éléments-là, on peut les travailler ensemble. Mais ça doit s'inscrire aussi, me semble-t-il, et en tout cas, nous, c'est ce qu'on porte, notamment à la FSU, au regard de notre place dans la fonction publique et les services publics. Il faut qu'on travaille, chacun à notre place, sur ce que peuvent être aujourd'hui, au XXIe siècle, les services publics au cœur de notre projet de société, au cœur de la République, et pour faire vivre ce modèle social et démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi que c'est parce que les services publics ont été laminés par des années de politique libérale qu'il y a la tentation de l'extrême droite. Donc, travaillons chacun à notre place, mais en complémentarité, avec cette perspective, pas seulement de lutter contre l'extrême droite, mais de faire avancer, je dirais, des formes de progrès social, des formes d'avancée sociale, avec aussi, bien évidemment, la question des moyens, mais la question du projet politique pour les services publics, pour finalement notre démocratie, et y compris en partant des besoins de l'école. Merci à toi. Et tu sais, je suis psychologue de l'éducation nationale, donc la question de quelle école de l'émancipation est pour moi incontournable du projet de société qu'on porte. Alors, la bataille, elle se fait contre l'extrême droite. L'extrême droite veut faire croire qu'elle est le parti de défense des travailleurs, alors que nenni, au contraire. Du coup, l'enjeu de l'unité du front antifasciste est extrêmement important. L'unité d'avoir un front politique et social pour empêcher l'extrême droite et continuer à batailler. Je sais que la CGT a joué un rôle extrêmement important dans la bataille de juin 2024. Et nous continuons à souhaiter cette unité. Je voulais t'entendre réagir là-dessus. Oui, et la CGT a 130 ans cette année et elle a 130 ans d'histoire antifasciste, que ce soit au moment de la résistance et que ce soit très récemment. Et la bataille de l'extrême droite, contre l'extrême droite, la bataille pour nos valeurs, on la mène au quotidien. Et le point de bascule qui a failli se passer l'année dernière, dans notre organisation, c'est vrai qu'on a discuté de cette indépendance qui pouvait sembler bafouée de par la prise de position, mais dans les moments importants de l'histoire, on a toujours été un rempart contre l'extrême droite, avec le risque pour la CGT aussi, puisque la CGT, elle organise les travailleurs sans papier, elle les régularise par le travail, et ça c'est notre travail de quotidien. Elle organise les travailleurs quelles que soient leurs origines, quel que soit leur lieu de vie, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important que le syndicalisme
il rassemble, il crée la solidarité entre les travailleuses et les travailleurs derrière une identité commune qui est celle du monde du travail. Et je pense qu'on a notre rôle à jouer, que ce rôle il est indispensable dans la lutte contre l'extrême droite. Alors sur l'unité, alors bien évidemment, je me garderai de donner des conseils aux partis politiques parce que ce n'est absolument pas mon rôle. Mais pour autant, je peux revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la nécessité de l'unité syndicale. L'unité syndicale avec le plus gros dénominateur commun, pas en prenant la toute petite revendication. Et lorsqu'on creuse, lorsqu'on discute, lorsqu'on prend le temps de la tactique et de savoir comment on est plus fort, et ben on s'aperçoit qu'on est plus fort ensemble. Et c'est bien dommage de se passer de notre objectif. Notre objectif, c'est la gagne, en fait. C'est de mettre un coup d'arrêt aux politiques d'austérité, c'est de pouvoir reconquérir, aller à la reconquête des services publics. Et d'ailleurs, au premier plan des revendications de toutes et tous, c'est aussi d'avoir des services publics qui répondent aux besoins, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la santé, qu'il y ait un maillage territorial qui revienne et que ça soit l'humain au centre. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter, en tout cas, c'est le mandat de la CGT dans l'intersyndicale, c'est que les batailles de chapelle syndicale, on oublie que l'instant, il est grave, que le monde du travail a besoin de l'unité syndicale et que partout où c'est possible, on essaye de l'avoir. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos interventions. Ça nous renforce dans notre détermination et dès lundi, les combats dans la rue vont reprendre. On va toutes et tous mettre toute notre énergie pour réussir les échéances à venir, notamment la grande journée du 18, qui a vocation à en appeler d'autres. Et on est tous convaincus que face à Macron, si bien sûr nous allons voter la censure à l'Assemblée nationale dès qu'elle pourra se présenter, car il n'y a aucun crédit à accorder à Le Cornu et à ce déni démocratique que cette nomination peut incarner, qui gardera, n'en doutons pas hélas, la même feuille de route. Eh bien, toute notre énergie va être déterminante à toutes et à tous dans cette unité au service de la censure populaire. Et nous continuerons à œuvrer pour l'unité politique du NFP. Ça nous semble déterminant pour enfin se débarrasser de Macron et de son monde et empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir et d'appliquer enfin un autre programme de rupture. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé au débat. On les applaudit bien fort. Merci. Que ça vous donne envie d'organiser plein de débats sur l'ensemble de vos territoires. Et surtout, restez sur le stand commun de l'après Debout Génération. Une nouvelle séquence va s'ouvrir avec Clémentine Autain dans quelques instants.